Comme on avait fait avec les limites, un lien avec les suites, on va faire la même chose ici pour la continuité d'une fonction numérique, ça veut dire le lien avec les suites réelles. On va présenter un théorème fondamental dans ce domaine qui précise que si vous avez une fonction f définie sur un domaine I, vous avez L un élément de I, et puis UN une suite d'éléments de I. Donc, les conditions, c'est que la première, c'est que la limite lorsque n tend vers plus l'infini du UN est égale à L, ça veut dire qu'il faut que la suite converge vers L. Et puis la deuxième condition, vous avez la continuité de F en L. Donc, si vous avez ces deux conditions, alors la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un est égale à f de L. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme vous avez cette suite qui converge vers L, quand vous appliquez la fonction f sur cette suite, vous allez obtenir à nouveau une nouvelle suite qui est convergente et qui va converger vers f de L. Alors, pour rappeler un petit peu les choses, et pour bien rappeler les définitions de la notion de limite, je vais faire la démonstration de ce théorème. Bien sûr, vous verrez que cette démonstration est assez simple et fait appel à des connaissances que vous avez déjà acquises et que vous commencez à maîtriser. Donc c'est pour ça que je vous demande pendant la démonstration d'interrompre les étapes et d'essayer d'anticiper, de trouver vous-même la suite des choses et la suite de la démonstration. Alors, nous, on va d'abord écrire c'est quoi l'objectif. Donc, c'est la démonstration. Donc, l'objectif. L'objectif, c'est de démontrer que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de f de un, est égale à f de L. Et donc, c'est l'occasion pour revoir la définition de la limite d'une suite. Ça veut dire à quel moment on peut dire qu'une suite converge vers un certain nombre réel. Alors, je vous rappelle la définition. C'est que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il faut montrer l'existence d'un entier n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand n, eh bien, la valeur absolue de un moins f de L, pardon, c'est f de un, puisque c'est cette suite-là dont on veut démontrer la convergence, moins f de L est inférieur à epsilon. Donc ça, pour le moment, c'est un point d'interrogation. On se donne un epsilon et on se dit, est-ce qu'il existe un grand N qui va nous permettre de dire ça? Donc, c'est l'objectif de notre démonstration. Alors, on va revenir aux hypothèses. La première hypothèse qu'on a, c'est que f est continu en L. Continu en L. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite, lorsque x tend vers L de f de x, est égale à f de L. Ça, c'est la définition de la continuité en un point. Et là, je pense que vous avez vu ce qu'il faut faire. Et bien, tout simplement, il faut traduire ça avec la définition. Et on va le traduire à partir de epsilon. Alors, je vous laisse de votre côté l'écrire, adapter les choses, et puis après, vous revenez vers moi pour vérifier si vous avez bien retenu cette définition et si vous avez bien rédigé les choses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, quel que soit epsilon supérieur à 0, il existe un certain alpha strictement positif, tel que si on a valeur absolue de x moins L inférieure à alpha, et puis x appartient à i, et bien tout simplement, ça implique que f de x moins f de L en valeur absolue est strictement inférieur à epsilon. Là, on a traduit seulement le fait que
cette limite, la limite lorsque x tend vers L de f de x est égale à f de L. On la traduit là, et vous avez ça. Maintenant, vous devinez la suite. On a utilisé cette hypothèse-là, donc maintenant on va utiliser cette hypothèse-là. Donc on sait que la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un, est égale à L. Mais cette fois-ci, pour traduire ça, et c'est là l'astuce, on ne va pas le traduire pour epsilon strictement supérieur à 0. À votre avis, on va le traduire pour quel réel? Eh bien, si c'est vrai pour n'importe quel réel strictement positif, eh bien, ça va être vrai en particulier pour ce alpha-là. Donc, on a alpha qui est strictement positif. Donc, pour ce alpha-là, donc, il existe un certain n appartenant à n, tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, on a valeur absolue de un moins alpha, qui est, valeur absolue de un moins L, qui est inférieure à alpha. Donc, on a utilisé la définition de la convergence de un vers L, mais on l'a appliqué dans le cas où, au lieu d'epsilon, on a le alpha, on l'a appliqué pour alpha. Je ne sais pas si vous avez bien compris la nuance. Voilà. Et évidemment, le un, on a dit un c'est une suite d'éléments de i. Donc le un appartient à i. Alors on va faire la synthèse. Donc je vais effacer ça. Enfin, on va faire un bilan de tout ça, plutôt. Donc bilan. Qu'est-ce que j'ai? Je suis parti de quel que soit epsilon supérieur à 0. Donc je vais recopier ça. Quel que soit epsilon supérieur à 0. Alors, je vais en quelque sorte court-circuiter une étape, puisque pour ce epsilon, il existe un alpha supérieur à 0 pour lequel on a ça, et pour ce alpha supérieur à 0, il existe un n appartenant à n. Donc je vais passer directement, ça veut dire je vais court-circuiter cette étape, et je vais passer directement à cette étape-là. C'est-à-dire pour quel que soit epsilon supérieur à 0, implicitement, je sais qu'il existe un alpha supérieur à 0 tel que, mais pour ce alpha, je sais qu'il existe un entier n appartenant à n tel que. Donc, je vais appliquer directement ça, je vais passer directement à cette étape. Donc, je vais dire, je vais souligner maintenant cette étape-là. Il existe un n appartenant à n tel que, quel que soit n supérieur ou égal à grand N, eh bien, j'ai à la fois valeur absolue de un moins L qui est inférieur à alpha, et puis j'ai un qui appartient à i, puisqu'on a dit que un est une suite de i. Et bien tout simplement, comme un moins L en valeur absolue est inférieur à alpha, et le alpha, enfin, et le x appartient à i, enfin le un appartient à i, et bien tout simplement ça implique que f de un moins f de L est inférieur à epsilon. Donc, valeur absolue de f de un moins f de L est inférieure à epsilon. Et donc voilà, on a atteint l'objectif pour le epsilon. J'ai trouvé un entier tel qu'à partir de cet entier-là, eh bien, tous les éléments, enfin, tous les termes de la suite, f de un, sont à une distance de f de L qui est strictement inférieure à epsilon. Donc ça montre bien que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de f de un va être égale à f de L. Voilà.
Alors, comme application principale, ça veut dire ce théorème, on va l'utiliser dans pas mal de situations d'études de suite, et en particulier quand on doit étudier une suite récurrente. On va voir aussi qu'on peut l'utiliser aussi pour les suites implicites. On verra un exemple dans le prochain paragraphe. Alors, pour les suites récurrentes, c'est quoi d'abord? Ce sont des suites qui sont définies de la manière suivante. U0 appartient à R, je prends un élément de R, et à partir de U0, je définis les autres termes avec cette relation de récurrence. Quel que soit n appartenant à n, un plus 1 est égal à f de un. Donc on a eu déjà l'occasion d'étudier des suites comme ça. Et si, dans notre étude, on arrive à démontrer avec d'autres critères, par exemple le critère de monotonie, le fait que la suite soit bornée, etc. Si on arrive à montrer que un converge vers une limite L, et généralement quand on démontre ça, on ne connaît pas la valeur de L, on sait qu'elle converge, mais on ne sait pas vers quel réel elle converge, et bien tout simplement, si vous êtes dans cette situation et que la fonction f est continue en L, alors f de L est égal à L. Pourquoi? Parce que on a un plus 1 est égal à f de un. La limite, lorsque n tend vers plus l'infini de un plus 1 va être égale à L. Et puis, d'après ce théorème, la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de f de un, va être égale à f de L. Et par unicité de la limite, eh bien, évidemment, f de L est égal à L. Donc, dans ce cas, on dit que L est un point fixe. Est un point fixe de la fonction f. Alors, pour trouver la valeur de la limite, il suffit de résoudre cette équation, f de L est égal à L. Alors, bien sûr, si cette équation admet une solution unique, il n'y a pas de problème, c'est ça la limite. S'il admet plusieurs solutions, eh bien, généralement, on a d'autres critères qui vont nous permettre de trouver laquelle de ces solutions est la limite. En particulier, les critères d'encadrement de la suite. Par exemple, si on sait que la suite est comprise entre telle valeur et telle valeur, eh bien, on va prendre la solution qui est aussi comprise entre ces deux valeurs-là. Voilà pour ça. Et on aura l'occasion dans les exercices de voir des exemples d'études de ce type-là.